pour rester et pour continuer à faire des rendez-vous, il faut donner avant de recevoir. Alors qu'avant, on avait tendance à vouloir recevoir des informations avec nos meetings de découverte, ce genre de choses. Je pense qu'aujourd'hui, il faut d'abord arriver et montrer sa valeur, montrer la valeur du produit, pour ensuite avoir la capacité à commencer un échange. Bonjour, je suis Julien Lesper, directeur associé au sein d'Up2, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 15 ans, nous aidons les dirigeants et patrons du commerce à se renforcer commercialement en recrutant de bons commerciaux, en formant leur force de vente aux méthodes qui marchent et en se transformant commercialement avec de nouvelles méthodes de vente et d'acquisition client. Vous écoutez Vive la vente, le podcast qui vous apportera des solutions simples à mettre en pratique pour booster l'efficacité de votre équipe et vous transformer commercialement. Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit, n'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn. Je réponds à toutes et tous et cela nous aide à faire connaître l'émission à d'autres dirigeants qui cherchent à développer leur équipe commerciale. Et si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour le 10e épisode de notre saison 3, j'ai le plaisir de recevoir Hélène Delannoy, qui pilote les équipes commerciales en charge des comptes stratégiques d'Adobe France. Adobe, c'est évidemment l'éditeur de logiciels indispensable pour tous ceux qui créent du contenu, du PDF au Photoshop. Alors au programme de cet épisode, on va parler de la gestion de très grands comptes clients, de comment exploiter ces relations clients existants pour faire de l'upsell, du cross-sales, de la nécessité pour tous de récolter et d'analyser sa data correctement, mais aussi de créer du contenu pour vendre. Bonjour Hélène, comment vas-tu ? Bonjour Julien, je vais très bien, merci. Bon, écoute, on est ravis de te recevoir dans Vive la Vente. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur ton track record ? Comment tu es tombé dans la vente ? Oui, je suis tombée dans la vente, je pense que c'est le bon terme. J'ai fait des études d'abord de marketing, marketing vente, donc dans une école de commerce. Et j'avais fait mon dernier stage chez IBM. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire un petit peu mon premier réseau. Et c'est grâce à ce réseau de stages que j'ai eu ma première expérience commerciale chez Lotus Développement. Donc plutôt en tant qu'assistante commerciale. Et Lotus a été racheté par IBM. Donc je suis retournée chez IBM, même si c'était pas un choix de ma part. J'ai quand même fait voilà une bonne expérience de 10 ans plutôt au marketing. Lors de ce rachat, j'ai préféré justement intégrer un nouveau service. Je voulais pas être déçue en intégrant IBM et donc j'y suis allée au culot en rencontrant le directeur marketing chez IBM. Donc j'ai fait 10 ans en tant que chef produit. Donc chef produit et donc j'étais aussi la responsable, le contact presse et j'ai été débauchée par le directeur commercial donc de ces mêmes produits. Voilà, j'ai commencé mon expérience chez IBM comme ça et ensuite j'ai été rappelée par ces mêmes personnes avec qui je travaillais chez Lotus qui avaient quitté, qui étaient parties chez Adobe. Donc voilà comment je suis arrivée chez Adobe en tant que commerciale pour commencer. Grand compte, ensuite spécialiste puisqu'on s'est spécialisé au niveau de l'organisation commerciale. Et puis après voilà, j'ai eu la chance depuis 4 ans maintenant, 4 ou 5 ans d'être une des directrices commerciales de l'entité. Super. Et justement, quels sont vos enjeux peut-être commerciaux, stratégiques au niveau France en 2023 chez Adobe ? Oui. Alors peut-être pour commencer, parce que tout le monde ne connaît pas Adobe, je pense que ça peut être intéressant de rappeler qui on est. Donc comme tu disais en introduction, on nous connaît beaucoup pour les outils de créa. Donc on Photoshop, c'est dans le langage courant maintenant. Mais c'est vrai que on a quand même 3 cœurs de métier. Donc la partie Creative Cloud dont fait partie Photoshop, ça c'est sûr, c'est historique. C'est un peu toujours notre ADN. C'est encore 60% de notre chiffre d'affaires. On a quand même une autre partie qui est toute la partie documentaire, donc le PDF. Là, c'est encore plus historique. Le PDF, quand même, on le rappelle, vient d'Adobe. Et là, c'est toujours 10% de notre chiffre d'affaires, donc pas le PDF en tant que tel, mais tout l'usage autour du PDF et du document, la signature électronique.
Et la troisième partie, donc justement la partie, le portefeuille produit pour lequel je travaille, c'est ce qu'on appelle l'expérience cloud. Okay. Donc c'est dans cette partie-là que je travaille, que je me permettrai de répondre à vos questions aujourd'hui pour quand même orienter toutes les questions que vous aurez probablement autour de notre stratégie comme celle-ci. Okay. Donc voilà, ça reste quand même aujourd'hui, c'est à peu près 30% de notre business. Okay. Donc l'expérience cloud, c'est en une phrase, c'est proposer aujourd'hui aux entreprises des outils pour optimiser ou se transformer de manière digitale. Donc tout ce qui tourne autour du digital, okay. C'est cette offre de produits. Okay. Donc pour répondre à votre question, c'est quoi l'enjeu nos enjeux stratégiques, évidemment numéro 1, je dirais de continuer à chouchouter et garder nos clients, notre base installée, c'est extrêmement important. Et là de manière globale chez Adobe. Deuxième enjeu, évidemment, c'est continuer à faire de la croissance. Qui ne veut pas de la croissance malgré toutes les situations économiques. Bien sûr. Et puis évidemment, je dirais aussi de rester précurseur sur les technologies. Donc de manière globale, Adobe se veut visionnaire et très présent dans tout ce qui est innovation. Donc on veut rester leader de ce marché. Pionnier. Exactement, pionnier, leader du marché. Donc on veut continuer à être les leaders dans cet accompagnement de transformation digitale. Voilà, si je dois résumer les enjeux stratégiques. Et comment on fait pour rester leader justement sur un marché aussi concurrentiel? C'est une bonne question. C'est d'ailleurs le défi de beaucoup d'entre nous. Je pense que aujourd'hui, pour rester leader, déjà, ça va justement dans nos méthodes de vente. Et c'est un peu l'objet de notre échange. Je crois que ce qui est important, c'est par rapport au recrutement qu'on peut faire aujourd'hui. On est obligé d'avoir des commerciaux qui soient des sachants. On n'a pas la possibilité aujourd'hui de rencontrer un client sans avoir un minimum d'expertise dans son discours. Aujourd'hui, on est tous ultra informés. C'est notre manière de vivre. On a des accès à des informations donc de toutes parts. Nos clients aussi. Donc, quand on les rencontre, ils sont déjà informés et donc on est obligé de faire évoluer nos méthodes de vente. Donc, je pense que pour rester et pour continuer à faire des rendez-vous, il faut donner avant de recevoir. Alors qu'avant, on avait tendance à vouloir recevoir des informations avec nos meetings de découverte, ce genre de choses. Je pense qu'aujourd'hui, il faut d'abord arriver et montrer sa valeur, montrer la valeur du produit, pour ensuite avoir la capacité à commencer un échange. Donc, je pense que pour moi, personnellement, je pense que c'est important et en tous les cas, aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de pousser, de mettre en avant auprès de nos équipes commerciales. Top. Et alors, tu as utilisé le mot sachant. On entend souvent le mot expert. Pourquoi le mot sachant alors? C'est plus joli qu'expert. Non, parce que sachant, il y a aussi une connotation j'ai raison. Tu vois, c'est pour ça que je te pose la question. Enfin, en tout cas, moi, je le perçois un peu comme ça. Ok. C'est ton point de vue. Mais non. Quand le sachant, c'est quelqu'un qui, pour moi, en tous les cas, a un minimum d'informations, mais qui est là pour échanger. Ok. Donc, non, c'est un expert. Pas un parti pris. Ok, ça marche. Un expert. Chez nous, c'est bien simple. Donc, je m'occupe d'une équipe de sachants, entre guillemets, mais on les appelle des spécialistes. Ok. Donc, ok, très clair. Maintenant qu'on a posé le décor, si on rentre dans le cœur de la machine de vente, comment vous êtes organisé commercialement parlant en France et puis peut-être dans la division cloud en particulier? Ouais. Donc on a une organisation assez standard, on va dire, si on la regarde rapidement comme ça. Donc déjà sur mon organisation, donc la partie expérience cloud, on a 2 équipes. La première, celle pour laquelle je travaille entre autres, qui est dédiée sur des comptes par secteur d'activité. Donc là, on va ce qu'on appelle aussi nos comptes stratégiques. On a 30 clients donc dans cette équipe. D'accord. Et la deuxième équipe qui est plus organisée par solution, par produit. Donc voilà, qui va adresser un marché beaucoup plus vaste. Et donc il y a plus de commerciaux. Donc pourquoi c'est une organisation standard? Puisque finalement, quand je discute avec mes pairs, et on a des responsables de compte, on a des spécialistes, on a des équipes qui sont responsables du renouvellement, les fameux aussi BDR, même si c'est un acronyme, on sait tous que qui s'occupe de la prospection, du post-sales, donc ce qu'on appelle aussi les CSM dans notre langage un peu courant, les responsables de partenaires, donc de cette Channel manager. Exactement. Donc là, c'est toi qui
qui prend un anglicisme, c'est pas moi. Et puis évidemment toutes les entités consulting, parce qu'elles font partie de notre, à mon sens, de l'organisation de vente. Donc les avant-ventes. Non, l'après-vente justement, les consultants qui vont délivrer. Donc là, c'est une source d'information extraordinaire et on capitalise nous en tous les cas dessus. Ok, intéressant. Et donc voilà, c'est une organisation standard à ce niveau-là. Maintenant, ce qui va être un petit peu différent chez nous et ce que je trouve tout à fait extraordinaire, c'est qu'on a la chance d'avoir une équipe que l'on appelle des stratégies digitales, donc des stratégistes digitaux. Un nom un peu barbare, mais en anglais ça passe mieux. Donc ces équipes sont responsables de travailler avec les responsables de compte pour réaliser des études de maturité du client dans le sein de son secteur d'activité. Donc l'idée c'est d'amener aussi un petit peu de valeur, amener un point de vue, notre point de vue, sur la représentation de ce client dans la sphère digitale. Donc si on va faire une présentation à AXA, on va dire voilà, vous êtes positionné à tel niveau, vos concurrents sont situés à tel niveau. Donc voilà, cette équipe est là un petit peu pour faire des sorte d'audit, quoi. D'audit, diagnostic. Audit ou diagnostic avec évidemment des informations publiques. Donc on va regarder les trafics. Voilà, on va rien voler ou donc qu'avec des informations publiques, mais essayer de donner un point de vue. Et l'idée évidemment, c'est de dire voilà, comment on va pouvoir optimiser et où est-ce qu'on pourrait optimiser votre parcours ou votre organisation digitale à date. Donc ça, c'est une équipe qui est vraiment qui est déjà super humainement et qui fait un boulot extraordinaire. Et comment vous poussez l'information justement aux clients ou aux prospects, si c'est fait aussi sur des prospects? On le fait pas sur les prospects justement parce qu'on n'est pas assez nombreux. Donc voilà, ça reste une équipe qui est relativement encore petite. Donc on axe cette équipe sur nos clients côté stratégique, je vais dire. Donc on les choisit en fonction de leur niveau d'engagement et de travail avec nous. C'est là où on va décider ensemble de choisir, parce qu'il faut choisir, on est obligé de choisir. Voilà, on peut pas faire sur tout. Vous le faites principalement sur des gros comptes, où il n'y a pas forcément un gros niveau aujourd'hui d'activité et où ça vaut le coup justement d'investir du temps pour aller chercher de l'additionnel, je suppose. Ça peut être aussi avec un gros niveau d'activité avec nous, parce que c'est une manière aussi d'investir à leur côté et de leur dire, voilà, vous avez fait ça, et voilà ce qui se passe. Donc c'est une manière aussi de dire, vous avez fait le bon choix. Donc il faut aussi chouchouter ces clients quand on parle de rétention et d'upsell et de cross-sell. Voilà, il faut quand même s'occuper de sa base installée et de montrer que c'est pas parce qu'on a fait une vente après on les oublie en fait. Et au niveau de la forme, comment ça se passe? Comment le prend le client? Est-ce qu'il est prévenu en amont? Est-ce que c'est fait de manière un peu plus barbare? Non, rien de barbare, pas chez nous. Donc l'idée c'est de leur demander leur accord déjà, évidemment, parce que sur certains pans de cette présentation, il y a des ateliers qui sont effectués avec certains utilisateurs des équipes. Tout dépend jusqu'où on veut aller. Donc parfois ça peut être en effet un audit de procédure interne et donc d'exécution, voilà, exactement. Évidemment, les parties qui sont un petit peu auditées correspondent aussi à notre portefeuille produit. Donc, c'est de toute évidence. Donc, c'est un accord, on décide ensemble. Et donc, en général, ils viennent chez nous, on va chez eux, bien sûr, et on le présente oralement. Rien n'est envoyé par écrit avant, en tous les cas. Donc, ils le découvrent avec nous. Et c'est des moments intenses en échange, parce qu'on est challengé. Donc, évidemment, nous, on a de la donnée brute, entre guillemets, qu'on récolte du web, entre autres, et certaines de leurs équipes. Donc, parfois, elles découvrent des choses. Donc, c'est un bon moment d'engagement de part et d'autre, de chez nous, nos équipes, et chez le client. Donc, voilà. Je pense que à la limite, ça peut être le moyen, la seule, à date, à chaud comme ça, le différenciateur que l'on a en termes d'organisation commerciale. Top. Et quelle est votre culture sales alors chez Adobe? Alors, c'est marrant parce que aujourd'hui, on enregistre ce podcast et on a reçu hier soir nos nouvelles valeurs. Donc on a, ça fait très longtemps que de manière globale, chez Adobe, il y a une volonté d'avoir une culture de l'entreprise, d'abord. Donc, avoir un état d'esprit chez Adobe, quel que soit son secteur dans lequel on travaille, et il est décliné aussi chez les commerciaux.
Je m'explique. Aujourd'hui, donc, il y a 4 valeurs qui sont mises en avant et qui doivent être aujourd'hui des valeurs chez tout le monde, y compris chez nos sales. Et je pense qu'elles ont une résonance importante chez les sales. La première, c'est notre ADN, c'est la créativité. Donc, on doit rester créatif dans notre modèle d'engagement en interne, en externe. Donc voilà, toujours avoir un peu d'innovation dans ce qu'on peut faire. La deuxième valeur, en quelque sorte, dans notre culture, ça va être d'avoir en fait un esprit d'entrepreneur. Pourquoi ? Parce que c'est pas parce qu'on est quand même dans une relative grosse structure qu'il faut perdre cet esprit d'entrepreneur. Donc vraiment avoir des initiatives, avoir être engagé, être responsable sur des demandes qu'on peut avoir de manière globale. La troisième, c'est être ambitieux. Donc l'ambition, elle est partout. Donc chez les commerciaux, l'ambition, c'est pas que de l'argent entre guillemets. Si parfois on veut stigmatiser le sales à l'argent, mais l'ambition, ça va être aller au-delà de son précaré en fait. Donc ça rejoint un petit peu l'esprit d'entrepreneur, mais c'est ça être ambitieux en fait, c'est de penser au-delà. Et la dernière valeur dans la culture, c'est d'être authentique. Donc moi, je cultive énormément aussi cette valeur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire embrasser en quelque sorte la différence et cultiver la différence. Donc et ça, c'est clé. C'est la richesse d'entreprise. Donc c'est vrai qu'au niveau du message qu'on a reçu hier soir, c'était la différence sur nos recrutements. En termes de diversité, mais aussi les hommes, les femmes. Donc voilà, c'était un peu plus là-dessus, mais moi je cultive la différence de manière globale. Ok, top. Donc créativité, intrapreneuriat, ambition, au sens aussi, comme tu le disais à l'instant, servir la cause, se rendre utile, et authentisme, chez les collaborateurs. Ok. Chez Adobe, vous êtes aussi fort et reconnu en inbound, en lead generation. Comment est-ce qu'on trouve justement le meilleur moyen de distribuer son contenu digital ? Comment en fait on crée une machine à lead qui cartonne ? C'est le rêve de tout le monde. Je pense qu'il y a 2 niveaux de réponse. La première, et on a beaucoup de chance, on est un cordonnier très bien chaussé. C'est justement l'équipement en termes de produits en interne. Donc comment on distribue son contenu digital, c'est d'abord avec une plateforme. Donc évidemment, ça m'arrange bien vu que on a une plateforme et elle est très bien utilisée. La plateforme, c'est quoi ? C'est de pouvoir avoir une plateforme qui va gérer toute cette chaîne de valeur du contenu. Donc on va créer le contenu certes avec les outils d'Adobe, mais derrière c'est la capacité de les mettre en forme, de les envoyer sur tous les canaux digitaux, de pouvoir les tracer, les distribuer, l'analyser, la data, exactement, l'optimiser. Donc et évidemment la data est clé puisque sans data il n'y a pas de personnalisation. Donc voilà, c'est vraiment de la capacité de pouvoir personnaliser son contenu digital avec une plateforme. Donc ça, pour moi, c'est la première réponse qui est clé. Et la deuxième réponse, évidemment, c'est il y a quand même un peu de l'humain aussi. Donc notre équipe marketing aujourd'hui, on est un partenaire très fort de notre équipe marketing, et l'équipe marketing est notre partenaire. Donc c'est un peu galvaudé de dire oui, voilà, on travaille main dans la main avec le marketing. Pour autant, voilà, j'ai travaillé dans pas mal d'entreprises et là, aujourd'hui, je sens vraiment ce partenaire. Donc, le marketing a vraiment un état d'esprit aussi de commercial. Hein. Donc, c'est vraiment top. Il y a des ponts justement entre les deux dans les équipes, des gens qui deviennent des marketeurs, qui deviennent commerciaux et réciproquement. Eh bien, toujours pas. Toujours pas. Pour autant, il y a des ponts j'ai eu des ponts. Moi, je viens du marketing. Je suis passée commerciale chez Adobe et on a eu aussi un dernier recrutement d'une personne chez nous, responsable de compte, qui était du marketing et qui vient. Donc en tous les cas, il y a l'ouverture côté commerce. Donc voilà, la deuxième partie, c'est vraiment en effet avoir une équipe marketing qui soit orientée business. Et puis évidemment, après, c'est un adressage de notre service marketing qui est différent en fonction du type de client. On n'a pas du tout le même type d'activité marketing sur nos comptes stratégiques versus nos comptes plutôt orientés solutions. Donc parfois c'est plus des dîners VIP, parfois ça va être des on appelle ça des bootcamps. Donc ça veut dire que ce sont des ateliers techniques avec plusieurs clients pour vraiment parler
démo, mais aussi aller dans du développement produit. Donc voilà, parce que parfois certains clients veulent vraiment mettre les mains dedans, quoi. Ok, intéressant. On le disait en introduction, mais vous avez déjà beaucoup de clients. Et forcément, quand on a des clients, tu le disais, l'un des enjeux, c'est de continuer à bosser avec eux, à faire du chiffre avec eux. C'est quoi justement vos meilleures pratiques pour faire de l'upsells, du cross-sells? Je pense que la meilleure pratique, et parfois on est aidé justement par cette équipe de stratégistes digitaux, c'est de connaître son client. Alors, ça peut paraître là aussi un peu facile de dire ça, mais c'est pas facile de connaître le client une fois qu'il a acheté le produit et de suivre. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir une organisation qui permette de vraiment comprendre les cas d'usage de notre produit dans le contexte du client, donc toujours extrêmement personnalisé. Ça va nous aider justement à apporter une optimisation de leur parcours digital. Donc idéalement, on a par exemple des outils pour gérer les campagnes marketing. Lorsqu'on connaît le cas d'usage, si c'est une campagne marketing de mail ou juste de SMS, derrière c'est comment j'optimise. Par exemple, je vais optimiser avec de la donnée. Mais si je sais pas ce que le client fait avant, je sais pas comment je peux optimiser et surtout faire de l'upsell ou du cross-sell. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette idée de capitaliser sur bien connaître son client avec tous les moyens que l'on peut mettre en place. Et comment l'équipe consultant notamment remonte l'information pour qu'elle soit la plus exploitable possible par l'équipe sales derrière? Il y a 2 équipes qui nous aident. Donc d'abord les équipes avec l'acronyme je pense connu du marché, donc le CSM, Customer Success Manager, qui est là pour suivre en fait l'implémentation des produits. Donc eux parfois font un petit peu des audits de cas d'usage. Donc eux vont nous aider. Et en effet la deuxième équipe, tu as raison, c'est les équipes de consultants, donc là qui s'occupent parfois du delivery ou donc chez nous, Adobe, ou nos partenaires. On a des partenaires intégrateurs, une grande équipe. C'est de garder le contact avec eux pour justement eux puissent nous nourrir de ces cas d'usage. Donc c'est exactement ça. Ok. Bon, Adobe, c'est aussi une société qui fait beaucoup de rachats pour rester justement à la pointe des innovations, leader. Vous avez racheté Figma, je crois, l'année dernière. Et dans ce cadre de rachat, comment est-ce qu'on intègre les nouveaux collaborateurs? C'est un vrai sujet. Pour moi-même l'avoir vécu quand on a été racheté par IBM. Ah oui, tu disais. C'était pour moi personnellement compliqué parce que j'intégrais en tous les cas IBM et je n'avais pas l'estime que je pourrais avoir de la marque en fait. L'avantage que l'on a lorsqu'il y a des rachats chez Adobe, c'est qu'il y a une belle estime quand même de la marque Adobe. La marque Adobe est reconnue et quand même assez aimée. Donc le rachat est quand même plus facile à gérer, il me semble. Maintenant, l'intérêt des rachats, c'est justement de créer des nouveaux ponts en termes de produits, d'upsell, de cross-sell. Donc c'est vraiment justement de comprendre cette valeur produit. Bien sûr. Et puis aussi de se nourrir des personnes qui arrivent. Elles arrivent avec une autre culture commerciale parfois, et elles peuvent justement nous une petite pause, un temps d'arrêt sur tu fais comme ça, mais moi je fais comme ça. Donc l'échange est clé et riche en fait lors de ces rachats. Donc je pense que c'est vraiment important, mais c'est un sujet qui peut être parfois épineux. On a eu une expérience où c'était un rachat plus compliqué parce qu'on n'était pas sur la même culture commerciale. Donc du coup, l'intégration a été plus longue. Donc je pense qu'il faut pas sous-estimer l'humain. Et oui, puis tu le disais, il faut aussi conserver son authentisme. Et justement, comment on fait? Est-ce que tu as des tips, des retours d'expérience sur comment on fait pour justement que ça se passe bien quand on rachète une structure? Je pense que ça ne peut passer que par la communication, ne serait-ce que sur les étapes opérationnelles du rachat. Donc parfois, au début, sur nos premiers rachats, en tous les cas, Adobe n'a peut-être pas forcément été très bon. Parce que on n'avait pas l'habitude. On a commencé à réaliser des rachats en 2008. Et depuis 2008, on rachète en effet pour construire l'expérience cloud. On l'a construit qu'avec des rachats. Et pour la petite histoire, ces rachats sont extrêmement raisonnés. C'est pas de la tactique ou juste pour gonfler son nombre de clients. C'est qu'en règle générale, on est utilisateur de ces solutions ou partenaire. Donc il y a vraiment une synergie. Donc c'est pas un hasard quoi. Donc la communication quelle qu'elle soit, sur l'opérationnel mais aussi sur les humains. OK. Et comment on intègre des nouvelles solutions dans son catalogue de produits déjà bien étoffés?
Alors là, j'ai pas le plaisir d'avoir ce genre de discussion avec le CIO de l'entreprise, mais il y a quand même une logique dans tous ces rachats. Donc, quand on regarde toute l'histoire d'Adobe depuis le Creative Cloud, aujourd'hui, la logique est, on avait la création de contenu, et aujourd'hui, on ne traite que le contenu et la donnée, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de contenu qui soit valable lorsqu'il est envoyé s'il n'est pas personnalisé. Okay. Et ça passe par la donnée. Donc en fait, la logique de rachat aujourd'hui est assez simple, entre guillemets, de la part d'Adobe. C'est d'avoir uniquement des rachats qui vont compléter ou optimiser notre plateforme de gestion de contenu. Ok. Si on parle de formation maintenant, qui doit forcément jouer un rôle essentiel chez vous, notamment dans le cadre de rachat, mais aussi dans la montée en puissance de vos collaborateurs, qu'est-ce que vous avez mis en place d'innovant? Quel genre d'initiative vous mettez en place? La formation, c'est clé, évidemment, et ça peut parfois être compliqué parce qu'il y a beaucoup de formations. Donc, comme souvent chez les gros éditeurs américains, il peut y avoir beaucoup de formations. Donc, il y a 3 niveaux de formation en quelque sorte. Le premier, c'est au niveau de la corp, au niveau du siège. Okay. Donc là, ce sont des formations. On a ce qu'on appelle, c'est l'université digitale. Donc, on a un catalogue en ligne, une université en ligne où on s'inscrit, on suit les cours, on a même des points. Donc, nous, en tant que responsable d'équipe, on peut voir justement les formations auxquelles les employés ont participé. Donc, on peut aussi recommander des formations d'ailleurs, puisqu'on peut filtrer en fonction du thème, si c'est produit, si c'est technique commerciale. Donc, c'est assez riche. Donc, très très riche. Donc ça, c'est au niveau de la corp. Et finalement, on vient compléter ensuite au niveau de la France. Donc, ça va être aussi des formations parfois produits, parce qu'il faut dans certaines mesures localiser des formations, parce qu'on a aussi des sujets d'actualité ou des contraintes françaises. Je pense à la CNIL, je pense à tout ce qui est la réglementation autour de la donnée. Il faut pouvoir donner justement un petit peu d'informations au commercial pour pas qu'il se plante face à justement quelqu'un qui en saurait plus justement sur la donnée. On n'a pas du tout la même technique la même gestion qu'aux États-Unis. Donc ça, ce sont des formations qui sont faites en France, mais aussi des formations sur des techniques de vente. Donc là, dernièrement, on a eu une excellente présentation d'une personne qui nous a donc recommandé du coup d'aller dans la partie executive selling. Donc voilà, ça par exemple, ce sont des formations, des conférences qui se sont données en France. D'accord. Donc ça c'est. Et puis le dernier, et là c'est extraordinaire, c'est la chance d'être chez Adobe, c'est que donc le premier niveau on a dit la corp, le deuxième la France, le troisième niveau c'est individuel. Je suis responsable, j'ai de l'argent, on me donne de l'argent et je choisis ce que je veux. J'ai 2 enveloppes, j'ai un budget de 1000 €. Je fais ce que je veux, j'achète des bouquins, je vais à des conférences, je m'inscris à une formation, voilà, j'ai 1000 €, je fais ce que je veux, à partir du moment où c'est bien sûr dans le cadre de mon travail, mais je fais ce que je veux, j'en fais ce que je veux. Ça, c'est déjà pas mal. Plus, donc 1000 € par an, donc c'est plutôt intéressant, plus 10 000 € par an, en plus, donc vraiment individuel, oui, tu peux hausser les yeux. Donc 10 000 €, donc là, pour une formation qui doit être certifiante ou diplômante. D'accord. Donc, en tant qu'individu, j'avance quand même l'argent et Adobe me rembourse à hauteur de 10 000 € dès que j'ai mon diplôme. Ok. Donc un fort investissement en termes de formation, donc à tout niveau, et c'est une vraie chance en fait. Ouais, c'est dingue. Ok. Tu me disais aussi, on les challenge pas mal, nos commerciaux. Vous mettez quoi en place en termes d'exercice? Est-ce que vous faites du challenger sales, du médic? Est-ce qu'il y a de la compétition entre vos commerciaux? Comment vous les stimulez aussi? Alors, la compétition entre commerciaux, moi je suis pas fan, même si de facto elle existe, puisque on se met par essence en compétition lorsqu'on est un commercial. Donc la compétition est là, sinon c'est pas un bon recrutement. Mais l'idée c'est quand même de cultiver l'esprit d'équipe. Donc l'esprit d'équipe pour justement être bien meilleur en groupe, et on est toujours meilleur quand on est une équipe. Donc ça c'est assez important. Alors évidemment, alors nous on n'a pas Médic, mais c'est tout comme. Donc aujourd'hui dans notre CRM on a les mêmes champs entre guillemets qui correspondent
au champ médic, donc c'est-à-dire bien connaître donc tout ce qui est les objectifs business, la raison d'acheter maintenant, le budget, l'autorité, enfin c'est-à-dire les décideurs. Donc en fait c'est suivre un petit peu cette méthode médic. Ce qui est intéressant, il me semble, pour nous, c'est vraiment d'utiliser notre CRM pour faire ce partage d'informations. Donc, et c'est comme ça que l'on va mieux travailler en équipe pour cultiver plutôt être plus fort en partageant l'information avec des méthodes, bien sûr, puisqu'on a ces méthodes commerciales qui sont évidemment en place. Donc, c'est comme médic. En préparation de ce podcast, tu nous as dit aussi qu'en France, on poussait beaucoup les commerciaux à uniformiser leur discours avec des trames notamment. Tu as une approche un peu différente. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le sujet? Oui. Je crois que je l'ai déjà beaucoup dit, mais je suis pour la différence. Okay. Je suis pour le fait de cultiver son individuation. À ne pas confondre avec individualisation. Donc, le fait de cultiver sa différence, c'est ce qui va nous permettre de nous rendre uniques. Nous différencier. Donc, il y a beaucoup de mots. On entend beaucoup de mots sur le sujet, puisque on peut voir que quand même beaucoup de choses sur le développement personnel ces derniers temps. On parle de singularité, on parle de génie individuel, donc et en fait moi je suis pour qu'une équipe, puisque nous on ne travaille que en équipe, donc on est dans de la vente de grosses transformations, donc c'est un esprit d'équipe. Pour qu'une équipe soit forte, il faut pas que tout le monde ait la même, on peut pas être tous pareils en fait. Donc être différent, ça va être justement d'amener sa couleur. Donc et on est plus fort. Et d'ailleurs, dans les recrutements, même les commerciaux, on ne peut pas en fait avoir la checklist du commercial. Un commercial, chez nous, on a plusieurs profils. On a des commerciaux qui vont être très bons sur la partie relationnelle, prospection, prise de contact. On a des commerciaux qui vont être plutôt de très bons négociateurs. Des commerciaux qui vont être plutôt dans toute la partie stratégie. Ça, c'est une différence. Et donc c'est ça qui fait la force pour moi. Au sein d'une équipe, je te comprends et je te rejoins tout à fait, mais en face d'un client, finalement ton client il parle pas à plusieurs commerciaux de chez Adobe en même temps. Donc il n'y a pas forcément de différence qui se fait, et si même je vais plus loin, tu conviendras qu'il y a forcément des techniques, des pitchs qui marchent mieux que d'autres. Donc moi c'est plutôt à ce niveau-là en fait auquel je fais référence. Mais justement Parce que au sein d'une équipe, on est tous d'accord que c'est bien qu'il y ait des profils différents, ça se complète, ça s'enrichit. Tandis que quand tu as un profil type, à un moment donné, tu as une certaine consanguinité et ça va pas toujours dans le bon sens, quoi. Et ben justement, donc pour appuyer mon propos là-dessus, on a fait un exercice que j'étais à l'initiative de cet exercice depuis 10 ans chez Adobe. Tous les ans, on a à peu près, tous les ans, en début d'année, quand on fait le lancement de début d'année, on fait le kick-off, évidemment, et tous les ans, il y a un nouveau pitch. Le pitch de la boîte. Et tous les ans, jusque-là, on nous demande de l'apprendre par cœur. Et il y a même dans les universités digitales que l'on a, on doit se filmer. Il y a des concours de celui qui va finalement réciter le meilleur pitch. Et moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que du coup, beaucoup de personnes n'étaient pas à l'aise parce que le pitch, et en tous les cas, moi personnellement, j'étais parfois pas à l'aise avec la manière dont on me demandait de pitcher l'entreprise. Pour autant, le pitch est le même pour tout le monde, mais la manière dont on va le donner, c'est différent. Donc, quand j'ai organisé en début d'année ou en fin d'année, je sais plus, cette initiative de l'Adobe Pitch, c'était OK. Donc, j'ai sous forme de volontariat, j'ai demandé à certaines personnes différentes, différents postes, de présenter son pitch comme il le présente, comme il aimerait le présenter, avec son identité, sa singularité. Le fond était le même, évidemment, on a raconté la même histoire, on est dans la même entreprise, on a les mêmes valeurs. La forme était différente, mais c'était super. Et ça a permis à d'autres personnes de mieux intégrer le pitch de la boîte. C'est en ça que, pour moi, cultiver la différence est importante. Ok, intéressant. Autre chose qui est revenue dans nos discussions, c'est la volonté de donner un aspect écologique à votre approche, notamment avec la digitalisation. C'est évidemment une notion qu'on doit tous, qui nous concerne tous, et qui est un peu plus compliquée à manœuvrer lors d'approches commerciales. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment
Comment vous allez dans ce sens-là chez Adobe? Oui, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Alors tant au niveau sociétal bien sûr que individuel, humain. Et justement pendant ces fameux Adobe Pitch, notre directrice générale Sophie Yannikopoulos, elle qui a joué le jeu de l'Adobe Pitch, donc, elle a vraiment fait l'exemple. Donc et elle, son pitch, elle l'a tourné avec la partie écologie. Et parce que pour elle, c'était important d'amener justement ces valeurs et justement le fait que elle amène ça dans son pitch. C'était passionnant. La manière dont elle le présente, évidemment, même si évidemment elle a présenté la même chose que tout le monde, mais avec cette couleur-là. Et donc l'idée, c'est de dire que aujourd'hui, chez Adobe, on a une compréhension aussi des défis que représente le changement climatique, et on va agir aussi pour ça. Donc elle, en tant que directrice générale, elle a pu parler, alors je vais pas aller dans le détail, mais le scope 1, 2, 3, donc justement autour du calcul de notre consommation énergétique, mais elle a commencé par ça pour ensuite introduire justement le portefeuille Adobe. Ça a été tellement très bien reçu que du coup Sophie a lancé l'initiative de proposer une formation, donc dans le cadre des formations France, la fresque du climat. Donc nos employés ont été formés à la fresque du climat pour justement être sensibilisés à tout ce qui est défi climatique, pour en tous les cas avoir le langage de comment on parle de ça, parce qu'aujourd'hui finalement nos clients nous en parlent déjà. Et dans certains dossiers que l'on reçoit, dans les appels d'offres, on demande justement qu'est-ce que vous faites. Donc aujourd'hui, en France, en tous les cas, donc voilà, c'est clé. Ça fait partie maintenant du discours, en tous les cas pour ceux qui sont ok pour le prendre dans leur pitch, ça fait partie du discours d'Adobe France, en tous les cas. Qu'est-ce que tu fais de ceux qui ne sont pas ok? C'est leur droit. Je plaisante. On a reçu Yvan Smets de Snowflake il y a quelques épisodes pour parler justement de l'analyse de la data, de comment on s'en sert pour prendre les bonnes décisions. C'est quoi votre approche de la data chez Adobe? Alors Snowflake, en effet, est un partenaire important pour nous, donc puisqu'ils font de l'hébergement de données. On travaille avec eux sur nos clients à gros volume, entre guillemets, de données. Pour nous, c'est simple, la donnée fait partie du deuxième pan d'activité incontournable lors d'une transformation digitale. Il y a deux axes importants, le contenu, la data. Donc ça fait partie de notre portefeuille produit, puisque la donnée va nous permettre de mettre en place des expériences dites personnalisées. Donc c'est avec la donnée qu'on personnalise les expériences, et aujourd'hui sans communication personnalisée, en interne comme en externe, il n'y a pas de marketing correct. C'est fini le mass marketing, donc il faut du marketing personnalisé. Ok. Si on va un peu plus loin, si on creuse ce sujet de data, une machine de vente performante, optimale, en chiffres, c'est quoi les KPI qu'il faut suivre? En tout cas, les KPI qui te font dire que ta force de vente est une super machine. Donc les KPI que je suis, c'est en fonction de ce dont je suis payée. Donc on suit évidemment le revenu et la rétention client. Pour suivre le revenu, c'est-à-dire le nouveau business, en tous les cas même l'upsell et cross-sell fait partie du nouveau business. Pour nous, c'est extrêmement important de regarder tout ce qui est le pipeline. Donc, je me permets ce mot anglais, mais qu'on connaît tous. Donc, le suivi du pipeline, c'est quelque chose que l'on fait de manière hebdomadaire. Pour s'assurer que sur chaque ligne de produit, en tous les cas, on a au moins 3 fois plus que notre objectif. On regarde aussi la maturité, donc par rapport à notre cycle de vente. Donc on a différentes étapes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quand c'est signé. Donc la maturité, c'est quand justement on a vraiment engagé avec le client et qu'on est limite prêt de signer. Donc pour nous, c'est extrêmement important de regarder la maturité. Donc on a des tableaux, évidemment, on suit ça sur des tableaux. Donc et la rétention client, puisque on est aussi payé sur la rétention client, puisque c'est clé, surtout maintenant avec les offres cloud, de garder nos clients sur nos plateformes. Finalement, il y en a un autre.
Là, j'y pense comme ça, mais il y en a un autre, et j'y pense comme ça, mais c'est un des plus importants, c'est quand même les employés, le turnover. Aujourd'hui, la clé pour, en tous les cas, être heureux et donc, à mon sens, performant, c'est aussi se sentir bien là où on est, avec ses collègues, dans son entreprise. Donc sentir qu'on a un impact, le sens dont on parle beaucoup ces dernières années. Ouais, exact. Ok. Vous suivez aussi les taux de conversion ? Le taux de conversion, oui, ça c'est quelque chose qu'on suit finalement régulièrement, mais au niveau produit, donc pour voir quel est le taux de conversion. On a certains produits, une ligne de produits en effet, on a un taux de conversion assez faible. D'accord. Justement, la partie données, c'est compliqué. Donc le taux de conversion, on a des taux de conversion plus importants. Voilà, sur d'autres lignes de produits, c'est important pour nous de les suivre. Oui, c'est juste. Ok. Qu'est-ce que vous avez automatisé dans vos process commerciaux ces 2-3 dernières années pour gagner en efficacité, en temps? On voit régulièrement dans des études que les commerciaux passent 3 heures de leur journée à faire autre chose que du commerce, à faire du reporting, à faire de l'administratif, etc. Qu'est-ce que vous avez automatisé ces dernières années? En fait, je pense que ces dernières années, il y a 2 choses importantes. D'abord, c'est de mieux utiliser le CRM pour limiter le mail. Ça paraît bête, mais on utilisait mal en tous les cas notre CRM. On ne renseignait pas assez en tous les cas ces fameux champs qui nous permettent de mieux qualifier aujourd'hui, pour voir en tous les cas les éléments de qualification d'une opportunité. Donc ça, on l'utilise mieux et c'est beaucoup mieux. Et aujourd'hui, quand on fait des revues de business, on utilise exclusivement les champs dans notre CRM. Donc ça, c'est pas mal et ça a bien marché. Ce qu'on a fait aussi, c'est que chaque début d'année maintenant, on fait des plans de compte. Donc justement sur nos comptes stratégiques. Le plan de compte, l'idée c'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui avec cette année avec mon client? Quels sont ses enjeux? Donc quel est l'enjeu de mon client? C'est quoi la feuille de route en 2023 de mon client et comment je l'accompagne? Et évidemment, où est-ce que je vais faire du business avec lui? Donc ça, c'est assez nouveau, c'est assez normalisé, puisqu'avant chacun faisait un peu ce qu'il voulait. Aujourd'hui, c'est normalisé et c'est quelque chose qui peut amener du travail, mais qui a une vraie valeur et qui fonctionne bien. Il y a quelque chose qu'on a fait aussi. Je le dis toujours en dernier, mais c'est plus important. On a normalisé les revues on appelle ça des check-in. Donc c'est des revues avec nos employés, mais au niveau de leur carrière, au niveau de ce qu'ils font bien, ce qu'ils pourraient faire mieux, et donc tous les trimestres, il y a des points de situation avec nos employés. On parle pas là de performance, mais on parle vraiment de l'employé en tant que tel. Et ça aide aussi à garder le lien et le contact humain, pas que business en fait, avec ces vendeurs. Ok, hyper intéressant. Si on parle un peu du contexte actuel, quels sont les conseils que tu donnerais aux patrons dont les forces de vente ont du mal à performer? Ça nous arrive, on en a aussi, on en a tous. Je pense qu'il faut peut-être pas tout stigmatiser autour du commercial en tant que tel. Je pense que c'est une responsabilité collective, souvent. Même si évidemment parfois ça peut être par rapport à un commercial, mais donc là c'est un problème de recrutement et je pense que là vous pourrez peut-être les aider. Mais donc du coup c'est pour moi ce serait vraiment évidemment, mais je pense que c'est des choses que tout le monde fait, c'est d'avoir des points réguliers business, mais aussi humains avec le commercial. Ça doit pas être étonnant en fait de voir si un commercial performe ou pas. Donc normalement on l'a anticipé parce qu'on a suffisamment discuté, échangé, communiqué avec la problématique du commercial et qu'on est en mesure de savoir où est-ce qu'il a besoin d'aide. Si c'est de l'aide parce qu'il a besoin de quelqu'un qui soit d'ailleurs plus négociateur à ses côtés, s'il a besoin de soutien d'équipe parce qu'il est débordé, donc voilà. Donc finalement c'est aussi via du management positif et de la psychologie positive et la confiance en fait. Donc voilà. Ce sera un peu ça. Ok. On voit bien qu'il y a une digitalisation, qu'il y a beaucoup de patrons qui se posent des questions sur la transformation de leurs processus commerciaux qui n'ont pas forcément évolué sur les 10 dernières années. Par quoi il faut commencer aujourd'hui quand on cherche à se transformer commercialement? Quelle est ta recommandation sur le sujet? Alors,
Je pense que la transformation commerciale c'est compliqué dans le sens où on peut pas on se transforme pas comme ça. Donc je pense que la question c'est pourquoi. Si on doit se transformer commercialement, c'est qu'il y a une raison. Est-ce que c'est le problème du commercial, c'est le problème de motivation, est-ce que c'est un problème d'adressage du marché ou de ciblage de son marché, donc de positionnement. Donc je pense qu'on peut pas. Enfin, la transformation. Ta question est compliquée parce que je pense qu'il n'y a pas une réponse toute faite en fait sur la bonne transformation. La bonne transformation, c'est de savoir où on a mal en fait. Comme quand on va prospecter chez un client en fait. Bah, c'est la bonne réponse. C'est commencer justement à regarder ce qui peut t'améliorer. Donc oui, c'est voilà. Pour moi, c'est l'audit une fois de plus pour savoir où est-ce qu'on a mal. Commencer par l'audit commercial. Ok, il y a une phrase justement que j'aime bien qui est dit quand je me regarde, je m'inquiète, mais quand je me compare, je me rassure. Je l'ai pas exactement, mais c'est exactement ça. Ok. Est-ce que tu as 2-3 outils que tu trouves waouh et que tu recommanderais à nos auditeurs? Alors j'ai 2 réponses. La première, je me répète un peu, mais c'est l'humain. Je crois que tout ne peut pas passer par des outils et qu'aujourd'hui c'est le piège dans lequel on commence à tomber. On est bien dedans là, dans les outils technologiques. Ils nous aident bien, ils nous aident bien ces outils, mais là je pense que de manière globale et on peut le voir un peu dans la société, il y a aussi une petite surdose de ces outils et du coup parfois on oublie un peu l'humain. Donc pour moi l'outil waouh c'est l'humain. Et ils nous rendent parfois un peu esclaves aussi. Oui, exactement. Donc j'ai trouvé. Ça s'appelle The Good Life, l'étude qui a été faite de Harvard. J'en ai entendu parler. Et justement en fait, le résultat de cette étude, c'est justement que après avoir regardé, c'est quoi les clés du bonheur? Bah la clé du bonheur, finalement, c'est d'être entouré. Donc c'est ça le plus important. Donc voilà. Après évidemment les outils technologiques, aujourd'hui on utilise Teams. Microsoft Teams, ça nous aide bien. On fait beaucoup de création de Teams, donc de points, je sais pas comment, je trouve pas mes mots, mais en tout cas des sections pour des clients, donc pour s'organiser et pouvoir classer au même endroit toutes les informations clients et pas uniquement sur son ordinateur. Ça veut dire que quand quelqu'un n'est pas là, on peut avoir accès aux informations, donc toujours dans cet esprit de collaboration et d'échange. Donc j'aime bien Teams. Et puis évidemment, comme je le disais, le CRM quand il est bien utilisé. Ok. Quelques questions de fin rapidement. Oui. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné? Alors c'est un conseil qui peut paraître vraiment basique, mais par rapport à mon histoire, et ça va être personnel et je vais vous la livrer. Pour moi, ça a été clé dans ma vie. Lors de mon premier entretien, et c'était un entretien pour mon stage chez IBM, la personne qui a dû me considérer comme je sais pas, me recruter pour être dans un job, j'ai vraiment eu un entretien d'embauche quoi. Et la personne m'a dit à un moment mais qu'est-ce qui fait votre différence, enfin c'est pourquoi vous? Parce qu'évidemment elle avait pas qu'un stagiaire. Cette question m'a perturbée plus que ce qu'il en fallait et en tous les cas a été révélatrice. Donc évidemment j'ai répondu ce que j'ai pu à ce moment-là. Je pense que j'ai dû répondre suffisamment bien parce que j'ai été choisie. Pour autant, ce conseil c'est un conseil, je le prends comme un conseil, a été extraordinaire parce que donc, personnellement j'ai une sœur jumelle, une vraie sœur jumelle. D'accord. Je suis très très proche de ma sœur. Et finalement, grâce à cette question, j'ai pu construire mon identité. Et c'est peut-être aujourd'hui ce qui fait que je répète souvent, pour moi, la différence est importante, de cultiver sa singularité. Donc c'est vrai que je suis parfois un peu lourde sur le sujet. Je comprends. Mais c'est juste donc énorme d'avoir cultiver sa différence et aujourd'hui je pense que c'est ça qui fait que je suis différente. Ok, top. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à la commerciale que tu étais quand tu as débuté dans la vente et que tu venais du marketing? Eh bien, je lui dirais rien. Je lui dirais rien parce que ce qui fait de moi aujourd'hui, c'est mes succès, mes échecs. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir alors avant de commencer dans la vente? Finalement, peut-être cultiver sa résilience.
Parce que quand on tombe, il faut être prêt à se relever, et même parfois quand on se sent seul, en tous les cas, la résilience est importante. Je pense que oui, peut-être que si on m'avait dit ça, n'aie pas peur, sois résiliente. Ok, top. Et dernière question, est-ce que tu as un ou deux livres à recommander à nos auditeurs? Plein, tellement. Ok, un livre sur la vente, le management que tu as lu récemment? Oui, non, mais justement, autour de la vente, puisque je prends la question autour de la vente, moi aujourd'hui je suis sur des livres un peu digitaux, donc déjà je me nourris mais de minimum 3 heures par semaine de podcasts, donc parce que je cours avec des podcasts dans les oreilles et donc il y en a pas mal, et j'ai d'ailleurs, j'avoue, découvert beaucoup de sessions intéressantes sur Vive la vente. Donc podcast, j'ai pas mal de recommandations, peut-être plus dans le développement personnel, puisque là c'est pour aussi développer cette singularité. Et alors un livre que je recommande vraiment, le dernier qu'on nous a offert, que j'ai pris un petit peu au début en me disant oh là là, encore un livre de vente, on va encore nous dire qu'il faut voilà. Et je recommande vivement, ça s'appelle Executive Selling de François Drillon. On nous l'a, justement, ça fait partie des conférences qu'on a eu la chance d'avoir en France, donc en mode formation. Vraiment, je le conseille vivement. Un très 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 bon livre qui se lit très vite et qui est, en tous les cas, moi, m'a déjà beaucoup apporté. Donc franchement, je le recommande. Top. Eh ben écoute, je pense que on a fait le tour, Hélène. Oui. Merci beaucoup pour ton temps, tes questions, tes inputs. J'ai des questions. Tes inputs justement sur la vente, à la fois également sur les datas, sur le marketing digital, plein de bons inputs pour nos auditeurs. Donc je te dis merci beaucoup, à bientôt et vive la vente. Ravie d'avoir été là. Au revoir. Merci Hélène.